19h45, la barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 9 novembre 2022. L'espace France Fanon de l'association Alternative Espace Citoyen a servi de cadre cet après-midi pour la deuxième conférence de ce que le père Moreau, l'initiateur, appelle débat d'idées. Deux conférenciers ont été conviés pour cette fois-ci en présence d'un public venu nombreux. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Quel futur pour l'école nigérienne? C'est le thème du deuxième débat de la série des débats d'idées portés par le père Mauro Armand Nino en collaboration avec l'association Alternative Espace Citoyen. Il s'agit en effet, à travers cette thématique développée par deux conférenciers, de retracer l'état de l'école nigérienne afin de parvenir à redorer son blason et fixer l'évidence du progrès. L'éducation et donc l'école est un des chantiers prioritaires si nous voulons réimaginer un futur différent pour le Niger. Et comme Mansani venait de le dire tout de suite, quand on parle d'école, on parle de société. Et donc il faut se demander quelle société désirons-nous pour le futur, pour nous et nos enfants, parce que l'école est un reflet de la société. Et en même temps, l'école perpétue le type de société qu'il engendre. Voilà pourquoi nous pensons que c'est crucial de réfléchir sur l'école. Et donc l'école, en quelque sorte, c'est le canal privilégié de transformation. Il n'y aura pas de transformation dans le pays s'il n'y aura pas de transformation de notre regard sur l'éducation. Sinon, le risque, c'est de perpétuer le passé ou bien de se laisser engloutir par ce présent qui est dominé par l'argent et le pouvoir. La thématique est globalement appréciée par les principaux acteurs de l'école nigérienne qui se sont massivement mobilisés pour suivre la conférence. J'apprécie beaucoup ces débats parce que ça permet de débattre sur certains sujets dont d'autres qualifieraient de banals. C'est assez satisfaisant de savoir qu'il y a certaines personnes qui partagent notre opinion et ces débats nous aident à bien parler en public, ça nous aide, quoi. L'intervention était très satisfaisante. L'école en général maintenant ne vaut plus rien aux yeux de certaines personnes. Donc vraiment, ce thème a été bien choisi. Et vraiment, si nous devons débattre ce thème, nous ne finirons pas aujourd'hui. Mais bon, le directeur de la Bibliothèque nationale, lui, nous a fait part de son cas. Et il nous a montré qu'avant, il avait vraiment de la formation. Mais pas ce qu'on voit maintenant où tu t'assois à la maison, tu gagnes des millions. Avant, ils étaient sur le terrain, ils transpiraient, mais maintenant, ça ne va pas. Il faut enfin préciser que l'école nigérienne fait en effet face depuis un certain temps à une situation qui ne présage rien de bon pour l'avenir du pays. D'où l'importance de ces genres de rencontres où de meilleures perspectives peuvent en découler. Les personnels du laboratoire central de l'élevage La Bourcelle, qui totalise 3 mois d'arriérés de salaire, ont décidé de surseoir au long silence qu'ils observent. Ils prévoient d'aller en grève de 48 heures qui débutera demain, jeudi 10 novembre 2022. Suivant l'essentiel des raisons ayant conduit à ces préavis de grève avec Madame Salou Awa Adamou, une des déléguées du personnel. Le premier point, c'est le paiement des arriérés de salaire du mois d'août, du mois de septembre et le mois d'octobre qui est déjà fini. Maintenant, nous sommes déjà en novembre. Il y a l'appurement des frais de la caisse de sécurité sociale. Ça, c'est des années. Le troisième point, c'est le paiement de 6 mois d'arriérés à lait. Et le quatrième point, le bilan de santé annuel. Bon, c'est sur les 4 points que nous avons jugé utile de déposer le préavis de grève, qui est de 48 heures, le jeudi 10 et le vendredi 11 novembre 2022, Inch'Allah. Le préavis, nous l'avons déposé depuis le lundi à l'administration de la Bourcelle. C'est aujourd'hui que nous avons fait, parce qu'on pensait avoir solution ou bien négociation entre nous et l'administration. Et peut-être ce soir à la grève, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous avons convoqué le personnel, nous avons échangé. Ils ont jugé vraiment utile d'aller en grève. C'est pourquoi nous avons dispatché le préavis et on a donné acquis de droit. Le problème s'est situé à plusieurs niveaux. Le problème s'est situé à plusieurs niveaux, mais nous, vraiment, toute la responsabilité, nous la déversons sur
sur l'administration du Labocel. Parce que c'est elle la personne habilitée. Même s'il y a rareté, même s'il n'y en a pas, c'est elle qui doit chercher pour amener et donner à son personnel leur dû. Aujourd'hui, au Niger, même si tu as le salaire, ça rime à quoi? À plus forte raison, tu n'as pas ton salaire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Certes, le Labocel est composé de 2 types de cadres. Nous avons les cadres qui sont de la fonction publique et nous avons les cadres auxiliaires qui sont eux, payés ici au Labocel même. Ce sont des contractuels du Labocel, c'est le Labocel qui les paye et les autres qui ont des indemnités au Labocel mais qui sont payés par l'État à la fonction publique. Le manque de salaire, ce sont les contractuels du Labocel. Mais les agents de la fonction publique, eux, ils ont leur salaire, mais ils n'ont pas leurs indemnités. C'est ça le problème. Mais les contractuels du Labocel, ils n'ont pas et leur salaire et leur indemnité. La grève concerne les 2 secteurs parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble, donc nous avons droit de les soutenir. Ou bien ils ont droit à dire que nous les soutenons. C'est pourquoi on va en grève. C'est tout le personnel du Labocel, Inch'Allah. Et la grève va commencer demain. On fera jeudi et vendredi, Inch'Allah. Allons à la découverte des moyens de transport qui est aussi en vogue ces derniers temps dans les centres urbains. Il s'agit des tricycles qui remplacent de plus en plus les traditionnels à pouce-pouce. Le reportage est signé Boubacar Ibrahim, Boubacar Souley. Mais où sont donc passés ces anciens pouce-pouce, communément appelés torco? Ils se font de plus en plus rares car menacés de disparition systématique, relégués presque définitivement au garage. Leurs remplaçants les voici, les tricycles et ces voiturettes. C'est eux qui font feu de tout bois en matière de transport urbain dans une ville cosmopolite comme Miami aux dimensions démesurées, accentuant le mouvement pendulaire des habitants très actifs. Ce qui explique cette nouvelle donne, une donne qui visiblement a boosté les secteurs économiques au vu des différentes tractations gravitant autour de ce secteur, d'où une sollicitation tous azimuts de ces engins transportant n'importe quel type de bagages et c'est la livraison à domicile. Les voici ratissant quasiment toute la ville de Niamey. Avec ces engins, on s'en sort mieux. Grâce à Dieu, nous transportons tout, des ciments, des fers, des planches, etc. Parfois, on gagne 10 000, 15 000, voire même 20 000 francs jour. Avant, avec les torcos, nous souffrons beaucoup. Maintenant, grâce à Dieu, tout a changé. En fonction des activités, on gagne parfois 20 000, voire 30 000 francs. Et parfois presque rien. Il y a une large différence entre les torcos et les tricycles. Avec ces derniers, nous partons dans tous les quartiers. Parfois, nous gagnons 15 000, 20 000 et même 10 000 francs. Le seul bémol, selon eux, c'est les tracasseries policières par rapport à la conduite de ces tricycles ou le port de casque, tout comme le permis de conduire qui sont exigés. Le seul problème auquel nous faisons face, c'est la tracasserie policière. Nous demandons à l'État de surseoir à ces pratiques et nous permettre de mener nos activités. Selon les vendeurs importateurs, les prix de ces engins varient en fonction de la taille et de la qualité. Les prix varient selon leurs caractéristiques. Par exemple, l'électricité, il y a le petit, il y a le grand. Le petit, le plus moins cher, c'est 920 000. Vous voyez, donc ça, c'est la puissance 153, 150 à 3, c'est ce qu'on écrit là-dessus. Donc il y a le 150 à 10, qui est 1 100 000. Et il y a aussi le moteur 800. Donc le moteur 800 avec le derrière qui fait 2 mètres de long. Donc ça, c'est 1 50 000. Mais qu'à cela ne tienne, ce type de transport a véritablement donné un coup de fouet dans le monde des affaires et les affaires marchent comme sur des roulettes
avec ses engins en passe d'être une nécessité absolue. Du 11 au 13 novembre 2022 se tiendra le championnat scolaire africain de football en Côte d'Ivoire. Trois footballeuses du club AS Korombe ont été retenues dans l'équipe féminine des 14-15 ans de la Fédération nigérienne des sports scolaires FENISCO. Le reportage avec nos confrères du studio Kalango. Il y a 3 ou 2 joueuses qui sont sélectionnées pour prendre part à cette compétition. Donc, c'est vraiment, et on reconnaît vraiment l'effort que la fédération a fourni pour arriver à ce stade, puisque nous sommes là pour la pratique du football féminin. Étant nigérien, tu ne peux que souhaiter en tout cas des bons, et tu ne peux que souhaiter la réussite, et tu ne peux que souhaiter en tout cas que les choses aillent de l'avant. mutum uku an kawo kamu da cikin abin gama yankwalin a nan shajjar tala yana zauwa mu yi balo mai credit soir da samedi da dimash. Babana yana bari in ta wajen intanet nama kuma yana sai mini kaya da mamata dukansu suna sai ni. Aigo maka ni kai go Côte d'Ivoire. Ai ta gir fo balara. Ai ka shejen tala je iri ai chale go jouer balin ne kai bandu go jouer. Ai pour sai ganjai mu sai ganjai mu ka jouer. Équipe nationale nous en fait bien ko jouer bal. On s'entraîne presque tous les soirs, ce qui d'ailleurs n'est pas facile. Mais comme on a l'amour du sport, on se débrouille pour venir et pratiquer ça. Sur le plan sportif, je demande à toutes les filles de ne pas se coucher pour dire à cause des gens, ils ne peuvent pas pratiquer leur sport. Il ne faut pas faire ça. Il faut écouter ton cœur. Ce que tu aimes, il faut faire ça. Nous sommes à nos premiers pas, c'est un balbutiement, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Donc c'est l'appel que nous lançons donc à notre fédération et aussi aux parents. Il ne faut pas qu'ils soient complexés par rapport à la pratique du football féminin. L'Institut de recherche en sciences humaines, IRCH, a ouvert ses portes ce matin au public pour la découverte de ses recherches à travers une exposition. La cérémonie a accueilli plusieurs autorités administratives et municipales. Chercheurs et étudiants ont marqué de leur présence l'éclat de cette cérémonie. Hamza Sakou, Ibrahim Abdou, c'est la partie magazine de cette édition. Vous suivrez juste après notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique qui traite de l'audience de mise en état, un sujet développé par Maître Moustapha Amadou Nébé. Maman, il est avocat à la cour. Très bonne réception. Depuis près de 80 ans, l'Institut de recherche en sciences humaines mène des recherches sur le patrimoine culturel et historique, puis collecté et conservé par les chercheurs nationaux et étrangers, appuyés par les collaborateurs techniques. La présente cérémonie se veut une journée porte ouverte, permettant de découvrir les activités de recherche de ce temple du savoir. Je voudrais rappeler que l'IRCH est issu du centre de l'Institut français d'Afrique noire, plus connu sous le sigle de IFAN, créé en 1944. Il devint en 1964 Centre national de recherche en sciences humaines. Puis, après son intégration à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 1974, il prit le nom d'Institut de recherche en sciences humaines, IRCH, que tout le monde connaît. Ses missions sont définies par l'arrêté 036/MEN/DESR
du 9 août 1978. Et ces missions sont effectuer des travaux de recherche fondamentale et appliquée en sciences humaines sur le territoire du Niger et en Afrique, contribuer à la formation des chercheurs en sciences humaines en collaboration avec les institutions de l'Université Abdou Moumouni de Niamey et participer à l'effort national de sauvegarde et de protection, de valorisation du patrimoine culturel et naturel du Niger. La recherche est organisée par 6 départements scientifiques, des départements qui sont créés par l'arrêté numéro 015/MES/R/Uni du 28 mai 1984. Ces départements sont le département d'art et archéologie, le département d'histoire et des traditions populaires, le département de linguistique et langue nationale, le département de sociologie du développement, le département de géographie et aménagement de l'espace et le département des manuscrits arabes et adjami. Ces départements sont appuyés par des services techniques, dont le service de la documentation, le CEDO, le service de l'audiovisuel Jean Rouch, le service des archives et le service administratif et financier comprenant le secrétariat principal et financier et le service financier. Ainsi, 16 chercheurs, dont 8 de rang magistral et 32 PAT, animent les activités scientifiques au sein de notre institution. Malgré l'absence totale de financement, depuis 2017, l'Institut arrive à faire fonctionner ces 2 organes de publication qui sont les études nigériennes et la célèbre revue de rang A, Moukar Sani, reconnue par le CAMES et toujours sollicitée par les chercheurs de cet espace scientifique communautaire. Grâce à une collaboration scientifique soutenue avec des institutions de recherche de plusieurs pays, en France par exemple avec les universités de Bordeaux-Montaigne et Toulouse Jean Jaurès, en Suède avec l'université de Stockholm, en Turquie avec l'université de Kütahya, d'Ulilampur, aux États-Unis d'Amérique avec l'université de Chicago. Donc grâce à cette collaboration scientifique soutenue, dis-je, les chercheurs de l'IRCH arrivent à porter haut le flambeau de la recherche scientifique menée au Niger dans le domaine des sciences sociales. À côté de ses partenaires, l'ambassade du Royaume d'Espagne accompagne depuis 2018 l'Institut de recherche en sciences humaines dans ses efforts de conservation et de sauvegarde du patrimoine. Cette journée porte ouverte se tient à un moment où l'université Abdou Moumouni de Niamey s'est engagée dans une dynamique de réforme innovante dans les secteurs de l'enseignement et de la recherche. Dans le secteur de l'enseignement, sous l'impulsion de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la régularité des années académiques est une réalité, plaçant l'université Abdou Moumouni comme institution en tête de liste au niveau de la sous-région. Dans le cadre de la recherche, l'université Abdou Moumouni a créé une direction de la recherche. L'université a également élaboré un plan stratégique de la recherche. Ce plan-là a été élaboré suite à l'évaluation des besoins nationaux en matière de recherche. Par la suite, des renforcements des capacités en matière de rédaction scientifique et de projets de recherche a été élaboré pour plus de mobilisation de ressources. À la suite de l'atelier d'identification des besoins et des politiques nationaux en matière de recherche, plusieurs thématiques clés ont été identifiées et ces thématiques ont été reversées dans la politique nationale en matière de recherche. Il s'agit des thématiques comme l'agriculture et le secteur alimentaire, le climat, l'environnement et le développement durable, l'énergie et l'industrie extractive, thématiques sur la population, santé et éducation, les thématiques en lien avec les ressources en eau, thématiques en lien avec la société, sécurité, gouvernance et droits humains, et enfin les questions de culture, patrimoine, lettres, arts, langue et société. L'Institut de recherche en sciences humaines, une institution clé au niveau de l'Université Abdou Moumouni,
qui est en fait la première institution en matière de recherche au niveau de notre pays, car créée depuis 1944. Cette institution a vu son effectif augmenter grâce à l'effort des autorités, passant d'une dizaine à maintenant 16 enseignants-chercheurs avec 34 personnels administratifs et techniques. Cette institution intervient dans le cadre de la formation et l'encadrement, mais surtout dans le secteur de la recherche-développement, dans des secteurs clés comme l'art et l'archéologie, l'histoire et tradition populaire, sociologie du développement, géographie et aménagement de l'espace, sur les manuscrits arabes et ajamis, sur le plan de l'économie et au niveau des langues nationales. En lançant les activités de cette journée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a prodigué des conseils aux chercheurs. Chers collègues, chers chercheurs, acceptons-nous de nous mettre en cause d'abord. De nous remettre en cause parce que cette institution ne doit pas mourir. Cette institution doit vivre. Et pour qu'elle vive, il faut que chacun de nous assume sa part de responsabilité. Il faut bousculer le politique pour que le politique se décide à mettre à la disposition de la recherche ce qu'ils font. L'IRCH fait partie de ce que je suis parce que une bonne partie de ma formation hors du département d'histoire a été acquise ici. Et j'en suis fier. Aujourd'hui, nous ne savons même pas, en dehors de l'équipe américaine qu'on connaît, en dehors de lui, on ne sait même pas qui traverse nos contrées, nos déserts, pour aller fouiller nos biens, notre patrimoine. On ne sait même pas quelle est la quantité d'objets lithiques, d'ossements et autres qui partent de les valises des voyageurs. Aujourd'hui, tout cela est juste du sable mort, alors que nous pouvons le rendre utile, nous pouvons le vendre. Il ne suffit qu'à les mettre en valeur, qu'à organiser avec le ministre en charge du tourisme les expéditions nécessaires, et ça se paye très cher. Mais ce n'est pas cela que j'attends de vous. Je veux que vous redonniez plus de vie à l'IRCH à travers le renouvellement, notamment à travers le recrutement de nos meilleurs étudiants en master. Il faut les préparer, il faut les prendre et moi je prends l'engagement, même s'il faut l'inscrire dans les textes de l'ANAB, à ce que chaque année, nous ayons au moins une dizaine de chercheurs à mettre en formation à l'IRCH et au moins 4 ou 5 qui vont appuyer les archives nationales. Une visite guidée a permis aux participants de découvrir le fruit de plusieurs années d'intenses travaux de recherche. Le clou de cette journée est la table ronde sur le financement de la recherche au Niger. La procédure de la mise en état a pour but de permettre à la juridiction saisie d'une affaire de rendre son jugement après avoir pris connaissance de l'ensemble des arguments des parties ainsi que des pièces sur lesquelles celle-ci se fonde. Cette procédure a donc pour objet de mettre le dossier en état d'être jugé. C'est extrêmement important que vous preniez la procédure pénale, la procédure administrative, la procédure civile, la procédure commerciale et même devant le tribunal du travail. La juridiction saisie doit rendre le dossier en état d'être jugé avant de se prononcer là-dessus. Mais dans notre ordonnancement juridique, c'est seulement, je dis bien, pour la procédure civile et la procédure commerciale que le législateur a pris le soin de baliser la manière où le juge doit procéder pour rendre le dossier en état. Mais si vous prenez par exemple la procédure pénale, il revient au procureur de la République, la partie poursuivante, de mettre le dossier en état. Et cela se traduit par l'envoi des citations à toutes les parties. Il faut que les citations soient régulières, il faut que les citations reviennent, rentrent dans le dossier. C'est ça. Dans ce cas, le dossier en état. L'obligation du parquet ou l'obligation de la juridiction, c'est de vérifier est-ce que toutes les parties ont eu connaissance de la date d'audience.
Et cela se traduit par l'envoi des citations. Ce qui se fait dans la pratique par les huissiers, c'est eux qui envoient les citations, par le biais du parquet. Si vous prenez la matière coutumière, le dossier doit être en état d'être jugé. Le juge va vérifier est-ce que les pièces ou les arguments qui vont lui permettre de rendre une belle décision ou une décision en conformité du droit sont dans le dossier. Et là, le dossier est en état. Maintenant, spécifiquement, on va parler de procédures où le législateur a pris le soin de préciser comment le juge doit y procéder. Pour la procédure civile, cela a été expliqué dans la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Et cette loi a été modifiée, je dis bien modifiée, dernièrement par la loi numéro 2019-02 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Pour la procédure commerciale, cette loi a été reformée dernièrement par la loi 2019-01 du 30 avril 2019 fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les tribunaux de commerce et les chambres spécialisées en République du Niger. Si un dossier se retrouve devant le tribunal de grande instance statuant en matière civile, on renvoie le dossier à ce qu'on appelle, parce que le dossier va venir à l'audience pour la première fois, c'est ce qu'on appelle l'appel de cause. Et à cette audience, on renvoie le dossier devant le juge de la mise en état. Devant la chambre, le tribunal du commerce, directement, parce que là-bas, la procédure de conciliation est obligatoire. L'audience va avoir lieu d'abord devant un juge, à chambre de conseil, où ils vont tenter de concilier les parties dans un délai de maximum de 2 jours. Si il n'y a pas de conciliation, on constate l'échec de la conciliation. Et là, on renvoie le dossier à un juge pour mettre le dossier en état. Maintenant, les audiences de mise en état se font en chambre de conseil, donc en conférence de cabinet. Et là, le juge établit ce qu'on appelle un calendrier d'instruction. Et dans ce calendrier d'instruction, il impartit aux parties de la procédure des délais pour communiquer les pièces éventuelles, pour prendre des écritures, et tout cela dans le principe du contradictoire. Cela veut dire que la procédure, ce n'est pas un jeu de cache-cache. Si tu prends des écritures, tu communiques d'abord à l'autre partie ou aux parties en présence dans la procédure. Et maintenant, tu communiques maintenant au juge de la mise en état. Maintenant, pour communiquer au juge de la mise en état, tu dois aussi le produire, la décharge, la preuve que tu as communiqué ces conclusions ou ces pièces à l'autre partie. C'est l'une des obligations pour que le juge puisse recevoir tes conclusions, parce que là, il sait que ce n'est pas un cheveu qui est tombé dans la soupe comme ça. Tu as communiqué à l'autre partie a pris connaissance de ça, et bien, c'est contradictoire. Lorsque le calendrier est établi, les parties signent le calendrier. Maintenant, là, il faut aussi préciser que, en l'absence d'une des parties, le juge peut établir le calendrier, mais à charge pour l'autre de communiquer après le calendrier à l'autre partie. Le juge de la mise en état, il a des pouvoirs juridictionnels et des pouvoirs administratifs. Parce que c'est lui qui surveille en fait l'exécution du calendrier de la mise en état. Et dans l'exécution de ce calendrier, il est appelé à prendre des mesures. Par exemple, appeler, informer les autres parties, d'appeler par exemple d'autres parties en cause, ou donner des prolongations de délai. Il peut aussi demander aux parties de communiquer d'autres pièces ou des originaux. Il peut aussi entendre même d'office les parties. Mais là, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le juge de la mise en état aussi, il a ce pouvoir de demander aux parties de partir en arbitrage ou en médiation. Soit à sa demande, mais là il faut que les parties acceptent sa proposition, soit à la demande des parties. On peut partir en médiation.
ou en arbitrage. Mais là, si vous prenez la loi sur le code de procédure civile, nous dit, dans ce cas de figure, le dossier est renvoyé à ce qu'on appelle le rôle d'attente, jusqu'à ce qu'il y ait une décision, soit dans la procédure de médiation ou dans la procédure d'arbitrage. Et cette décision sera homologuée par le président du tribunal de grande instance, ou le juge par lui délégué. Le juge, le président de la cour d'appel ou le conseiller par lui délégué dans cette procédure est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Si vous prenez par exemple la procédure commerciale, là, les délais sont plus stricts. Parce que si le président ou le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce renvoie le dossier en médiation ou en arbitrage, on dit il met le dossier dans le rôle d'attente. Mais cela ne peut nullement excéder 3 mois. Et là, le président du tribunal de commerce ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'homologation. Le président de la chambre commerciale est spécialisé ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Donc ça, c'est le pouvoir du juge de la mise en état. Il a des pouvoirs et non. Et il contrôle aussi, ça c'est ses pouvoirs administratifs. Maintenant, il a aussi des pouvoirs juridictionnels. Il peut statuer sur les demandes d'expertise ou les demandes de sursis à statuer. Il peut aussi constater l'extinction de la procédure. Mais dans ce cas, on dit, ces décisions, comme c'est des décisions qui ont un pouvoir, qui font grief, ces décisions peuvent faire l'objet d'appel. Si vous regardez dans la procédure civile, c'est un délai de 15 jours pour interjeter appel contre les décisions du juge de la mise en état en matière d'expertise, en matière de sursis à statuer, ou bien lorsque le juge constate l'extinction de la procédure. Si vous prenez la procédure commerciale, c'est un délai de 8 jours pour interjeter appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état. Mais les autres ordonnances ne font pas l'objet d'opposition. Et on dit aussi que ces ordonnances ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Maintenant, le juge de la mise en état, il a aussi un délai pour instruire son dossier. Si vous prenez la procédure commerciale, parce que c'est là, c'est à ce niveau qu'il y a plus de délai, comme chez les affaires, il y a la célérité, ça compte extrêmement. C'est extrêmement important de tenir compte de ça. Là, on dit que le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce, il a un délai de 30 jours pour clôturer son dossier, pour mettre son dossier en état. Et là, s'il constate qu'il ne peut pas faire ce travail dans un délai de 30 jours, soit parce que l'affaire est complexe, soit parce qu'il a besoin de plus de temps pour bien instruire le dossier, pour mettre bien le dossier en état, et bien dans ce cas, il fait une demande motivée au président du tribunal qui statue par ordonnance pour l'autoriser. Et là aussi, on dit que ce délai ne peut pas excéder 15 jours. Donc, devant le tribunal du commerce, le dossier, au maximum, devant le juge de la mise en état, ne peut pas dépasser 45 jours. Mais là, si on revient dans la procédure civile, là, à ce niveau, il n'y a pas de délai. On dit juste que dans un délai raisonnable. Donc là, il appartient au juge de la mise en état, en fonction de la complexité de l'affaire, des actes à poser, de prendre un délai raisonnable pour mettre son dossier en état. Lorsque ce juge finit l'instruction de son dossier, eh bien, il prend ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, une ordonnance de clôture, puis renvoyer l'affaire. Donc, il renvoie son affaire, il prend l'ordonnance, il notifie l'ordonnance aux parties et il renvoie maintenant à l'audience de plaidoirie. Si un juge de mise en état renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie, que ce soit en matière commerciale ou en matière civile, eh bien, on dit que les parties ne peuvent plus déposer de pièces de conclusion. Donc, on considère que le dossier a été mis en état. Nul besoin de produire quoi que ce soit. Et
la juridiction ou le juge saisi ne peut rapporter l'ordonnance du juge de la mise en état que pour cause grave. On dit il peut entendre un intervenant volontaire s'il estime qu'à l'état du dossier, il peut joindre ça et juger définitivement l'affaire. C'est pour vous dire que la mise en état, c'est vraiment une procédure extrêmement bénéfique pour les justiciables. Parce que on met le dossier en état d'être jugé, on fait recueillir autant d'informations nécessaires pour la manifestation de la vérité, chose que la justice cherche chaque fois.